Vous entrez dans l'univers de Voix sauvages, le podcast qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, le vivant pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun et chacune puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère, la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir son histoire, son parcours et ses projets pour vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix sauvages. Bienvenue dans ce nouvel épisode où rien n'est trop grand tant qu'on n'a pas essayé. Ici, on ne laisse pas trop longtemps la place aux rêves, mais on les concrétise très vite par l'action collective. C'est précisément cet état d'esprit qui a poussé Thomas Devino, ingénieur de formation, à fonder en 2011 l'association Batar avec des amis. Batar qui signifie bateau en islandais. Leur objectif, redonner vie à des savoir-faire oubliés en construisant des bateaux inspirés des dracars vikings, tout en favorisant l'innovation, l'artisanat et la transmission intergénérationnelle de projets low-tech. Vous l'aurez compris, au sein de ce projet, l'audace rencontre l'ingénierie. Ce qui drive Thomas, c'est de rassembler tout type de talents pour construire à plusieurs des projets extraordinaires. Son défi actuel, construire le dracar le plus rapide du monde pour une traversée Toulouse-New York en 2026, grâce à une embarcation de 28 mètres, capable d'accueillir 35 membres d'équipage, dont la moitié à bord n'aura jamais navigué de sa vie. Au moment où vous écoutez cet épisode, ce dracar est en train d'être construit sur son chantier naval participatif situé à la cale de Radoub à Toulouse. Chaque semaine, des dizaines et des dizaines de bénévoles se relaient, experts ou novices, pour mettre la main à la pâte et participer à ce projet hors norme. Aujourd'hui, l'association Batar croise en permanence l'artisanat, l'innovation et la transmission comme piliers d'un futur durable et inspirant. Préparez-vous maintenant à plonger dans une odyssée où le collectif transcende l'individualisme et où l'océan devient un terrain de jeu pour celles et ceux qui osent rêver grand. Bonjour Thomas. Bonjour Marion. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, très bien, on te reçoit dans notre joli bureau du chantier des Cales de Radoub avec le petit poêle, donc journée pluvieuse mais journée heureuse. À Toulouse. À Toulouse, absolument. Alors pour démarrer notre conversation, j'aimerais savoir quel genre d'enfant tu étais et si tu avais déjà des rêves que tu voulais accomplir à ce moment-là. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé construire des choses. J'étais un petit garçon très curieux. Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours embrigadé des copains pour construire des cabanes, faire des tournois de chevaliers, enfin voilà, construire plein de trucs. À l'époque, je voulais reconstruire les châteaux forts qu'on voyait en ruine. Et donc, il y avait c'est un peu ce mix déjà de base de petite nuance d'histoire et cette envie de construire, de faire des choses. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes et plusieurs types de civilisations. Et moi, je suis clairement dans les bâtisseurs, aux gens qui construisent. J'ai besoin de faire des choses et j'ai besoin d'associer mes mains avec mon cerveau et de mixer les deux. Et depuis tout petit, en fait, effectivement, je fais ça. Je me suis auto-créé cet univers. Et aujourd'hui, je pense que je réalise les rêves que j'avais quand j'avais 8 ans, à savoir avoir les moyens techniques, plus ou moins financiers, technologiques, les savoir-faire, les compétences, on va dire, de construire des projets incroyables. Et ce que je dis souvent, c'est aujourd'hui, en fait, ça prend tout mon temps, mais parce que c'est maintenant. Maintenant, on a un chantier naval, on a un bateau de 28 mètres, voilà. On a tout ça maintenant, donc il faut y aller à fond, quoi. Ok, justement, j'aimerais savoir, connaître un petit peu ton cheminement jusqu'au moment où tu décides, et peut-être pas tout seul, tu pourras nous en parler, tu décides de créer l'association Batar. Déjà, qu'est-ce que veut dire Batar ? Quel est votre objectif ? Tu peux nous raconter un petit peu les débuts de l'asso ? Carrément. Donc, c'est étroitement lié à un peu ce que j'ai dit sur... on a toujours aimé construire des choses. C'était des cabanes, des trébuchets, enfin plein de conneries comme ça. Et en 2011... sur la période 2010-2012, avec mes copains, on rentre en prépa pour faire une école d'ingé. Et moi, j'ai besoin de faire plein de projets, plein de choses en parallèle. Et donc, je cherche un projet avec un défi technique, construire quelque chose ensemble, sachant qu'on va être projeté dans plein d'écoles d'ingé partout en France.
et ce défi de faire ensemble pour avoir ce projet commun qui, malgré la distance à venir, va nous garder connectés. Et pourquoi un drakkar Alors déjà, bâtard, ça veut dire bateau, ça se prononce botor en islandais, ça veut dire bateau. Mais avec le double sens en français, les gens retiennent, donc ça marche très bien. Et c'est un peu la marque de fabrique du projet bâtard, faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui prennent au dépourvu, mais avec quand même élégance et performance. Le projet du drakkar, il est venu, on va dire, assez naturellement, pas parce qu'on était des gros fans de Vikings au début, mais parce que c'était un bateau en fait qui nous paraissait techniquement faisable de faire, puisque drakkar, ça a un mot générique français, n'en déplaise à ceux qui veulent absolument utiliser des mots anglais ou scandinaves pour présenter ces mots, mais ce mot a été inventé en français et tout le monde sait ce que ça veut dire. Et pour moi, l'usage fait loi. Ça veut dire quoi, drakkar ? Ça veut rien dire, drakkar. C'est un mot qui a été inventé au 19e pour désigner ces bateaux scandinaves. Et on a beaucoup de gens, on a que des commentaires super positifs. Et les seuls commentaires négatifs qu'on a sur nos vidéos, nos photos, c'est on dit pas drakkar, on dit long skip. Mais en fait, c'est un mot danois. Mais ça veut dire bateau long. Mais en fait, en français, on va pas placer un bateau long. Et on a inventé le mot drakkar pour dire bateau viking, quoi. Et tout le monde sait ce que c'est. Et donc, je pense que l'usage fait loi. Et on a la chance incroyable d'avoir une langue très vivante avec la langue française, donc autant l'utiliser. Et donc, en fait, c'est des bateaux qui vont, on va dire, de 5 mètres à 35 mètres. Donc, on peut faire un drakkar de 5 mètres dans son garage. On peut le porter à 4-5 personnes. Et techniquement, c'est un bateau qui nous paraît atteignable. On n'est pas sur fabriquer le bateau de Christophe Colomb, etc. Et puis, le drakkar, ça reste un bateau mythique de pionnier qui a toujours fait fantasmer les gens. Et on a démarré ça, on a lancé ça nous en 2011. Et la série Viking qui est sortie en 2013. Donc, en fait, on était sur, comme d'habitude, pionnier dans le bon timing. Et aujourd'hui, c'est redevenu hyper mainstream. Il y a énormément de séries, de jeux vidéo, mais aussi de livres pour la jeunesse qui ont été réédités. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a eu un vrai travail de remettre au goût du jour et surtout de faire l'effort d'enlever un petit peu toute cette image d'Épinal, du fameux casque à cornes qui n'a jamais existé. Et nous, on fait ce travail-là sur la voile carrée, sur ce type de gréement, on en parlera après, qui est un bateau extraordinaire et extrêmement performant. Et donc voilà, donc en fait c'est un peu ce mix de c'est un bateau cool, on peut le fabriquer, enfin ça nous paraît possible et on va pouvoir l'utiliser parce que ça c'est chouette d'utiliser un truc que tu as fabriqué. Et le bateau, même si j'ai fait un peu de voile quand j'étais plus jeune, c'était à Toulouse, c'est pas l'univers principal, on est d'accord, mais ça fait toujours rêver les gens de construire des bateaux et les utiliser. Et aujourd'hui on en est convaincu et c'est pour ça qu'on en a fait plusieurs, mais voilà comment ça a démarré. Et déjà à ce moment-là, l'idée c'était d'en faire quoi en fait ? De partir en navigation avec, faire des expéditions ? Exactement, l'idée c'était de construire notre propre bateau et de partir en expédition avec. Sachant qu'effectivement, le premier bateau, il était de 5,60 m, donc on savait qu'on était limité sur ce qu'on pouvait faire. Mais on l'a quand même emmené en 2017, donc on l'a fait entre 2011 et 2016. On l'a mis à l'eau en 2016 au lac de Saint-Ferréol, près de Toulouse, pour celles et ceux qui connaissent. Et ensuite, on l'a emmené au Danemark, en Suède et en Norvège en 2017 pour notre première expédition. Donc il y a tout ce truc d'aventurier. En fait, on a toujours été, je sais pas, les documentaires sur les gens qui partent à l'aventure, ça nous a toujours parlé. Typiquement, pour donner d'autres exemples, quand on était plus jeune, on construisait des cabanes dans la forêt. Et un truc qu'on adorait faire, on appelait ça des journées 100%. Donc en gros, c'était on partait toute la journée et on faisait notre feu de camp, on faisait notre bouffe, etc. dans la forêt un peu plus loin, derrière chez nos parents, pour construire notre cabane sur un étage, dans les arbres et tout, quoi. Donc il y avait, je pense, c'est un peu ces ingrédients de partir à l'aventure en construisant son aventure, mais dans la nature, quoi. Et en fait, le drakkar et le bateau, c'est le meilleur compromis. Et donc la plus longue expédition, on va dire nautique, qu'on a fait sur ces 15 jours d'expédition en 2017, c'était la traversée du lac Sommen en Suède, qui est un lac qui fait plusieurs kilomètres, avec plein d'îles, etc. Et donc qui, quand on a un bateau de 5 mètres, est à la bonne taille pour se sentir dans une étendue assez longue, de slalomer entre les îles, d'arriver sur une île, de faire son campement, parce que la Scandinavie, c'est un endroit extraordinaire, parce qu'ils ont plusieurs choses très chouettes. Et la première, c'est le droit fondamental de pouvoir se déplacer et de camper n'importe où. Nous, en France, on a le camping sauvage qui est interdit. Ça n'existe pas là-bas. C'est-à-dire que si tu respectes l'environnement, tu peux camper où tu veux. Tu peux aller sur les îles où il y a des maisons des gens. S'il n'y a pas de drapeau au sommet du porte-drapeau, les personnes ne sont pas là. Tu peux accoster sur leur île. Tu peux te mettre dans l'herbe, etc. Tu peux planter ta tente tant que tu ne détériores pas l'environnement. Et du coup, y a une connexion à la nature qui est hyper forte. Et c'est pour ça que depuis 2017, on essaie d'aller tous les étés en Scandinavie, monter des expéditions. Et donc, à la fin de cette première expédition, avec ce
petit bateau. On s'est dit, on a découvert un monde vraiment. Enfin, le fait d'embarquer avec ses potes, dévivre du matos, de faire son plan de nav, de naviguer un peu de manière inconnue et de créer son campement, le feu de camp, enfin tous les bruits, les odeurs qui vont avec, etc. Enfin, c'est un combo magique. On se sent vraiment libre et repartir avec. Et on s'est dit, quand on est rentré en France, non, mais il faut absolument qu'on construise un bateau plus grand et qu'on parte vraiment en mer, quoi. Et je pense que mes meilleurs souvenirs et mes sensations préférées, c'est le matin de se lever, et t'as appareillé, et t'es avec l'équipage, la moitié des gens qui dorment. Il y a un beau lever de soleil, il n'y a pas de bruit, tu glisses sur l'eau, c'est magique. Franchement, c'est un des plus beaux sentiments qu'on peut, je trouve, qu'on peut vivre. C'est quoi ta définition personnelle du viking moderne ? C'est une très bonne question. Pour moi, un viking moderne, c'est un pionnier, c'est un explorateur. C'est quelqu'un qui est aussi plutôt féministe, puisque c'est une des rares sociétés, alors attention, on va prendre des guillemets, féodales, qui proposait, on va dire, le meilleur traitement possible aux femmes. À savoir, elles avaient le droit de porter les armes, ce qui est quand même très important dans ce type de société. Elles pouvaient vraiment diriger, être chef de clan, etc. Donc, pour moi, c'est une composante importante dans leur façon de faire. Comme les Grecs à Athènes, les Vikings ont créé parmi les premières sociétés aussi démocratiques avec des assemblées, notamment en Islande, où tout le monde avait le droit de voter, etc. Donc, ça reste pour moi, explorateurs pionniers. Il faut un peu retirer, je pense, la caricature du guerrier sanguinaire, etc., qui est bien pour faire des films, etc. Mais ça reste en premier lieu des marchands, et des très bons marchands qui ont échangé de l'acier de qualité forgé en Iran contre des fourrures de Russie, quoi. Donc, ils ont bien parcouru le monde. Et donc, pour moi, un viking moderne, c'est quelqu'un qui a un peu cette culture-là de proche de la nature, aventurier, explorateur, et qui ne se comporte pas comme un sachant. Donc, en gros, qui est très loin d'un esprit latin. Et là, on va aller plutôt chercher ce qu'il y a chez les Scandinaves. C'est une pédagogie que nous, on développe ici, à savoir rendre les gens autonomes et être curieux des autres, quoi. Donc, vous êtes actuellement sur votre plus gros projet, Exactement. donc le 3e modèle de bateau, qui s'appelle Orkan, qui fait Exactement. 28 mètres de long. Et celui-ci, vous allez partir avec pour faire une traversée New York-Toulouse en 2026. C'est ça. Concrètement, comment on prépare une telle aventure ? Déjà, il faut jamais lâcher, puisque c'est un défi énorme, tant technique que humain. Clairement, le plus gros défi, c'est le défi humain, à savoir, on va dire qu'on pourrait décomposer le projet en plusieurs étapes. Il y a un premier défi, c'est de construire ce bateau, donc à la fois le dessiner, le réaliser, trouver le lieu, trouver les sponsors, les financements pour acheter les matériaux, fabriquer ce bateau. Donc là, on est en plein dedans. Et il faut que les sponsors y croient aussi. Ah, bien ça sûr, a été compliqué ? Ça a été compliqué au début parce que, ça l'est toujours, c'est toujours le plus dur, c'est le nerf de la guerre, c'est de trouver des sponsors. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques sponsors vraiment incroyables, comme Drakkar Tools avec Sodiz, mais aussi Zulupak qui nous accompagnent depuis un bon moment et qui nous ont fait confiance au début du projet et qui ont acheté le rêve, qui ont acheté un peu la folie et qui ont été des très bons soutiens pour nous. Parce que nous, le défi, c'est construire ce bateau sur un format un peu particulier, c'est un chantier naval participatif. Et donc, on le construit avec tout le monde, à savoir, si tu as entre 18 et 80 ans et que tu es motivé, que tu as envie d'apprendre, en fait, tu es bienvenu pour venir avec nous, participer, apprendre, être formé par nous à la construction de ce bateau. Mais donc l'intérêt, c'est que du coup, on a plein de gens, mais il faut plein d'outils. Et donc, il faut 10 visseuses, il faut tout en x10, x20, quoi. Et du coup, on a la chance d'avoir plusieurs partenaires, et aussi notamment Brico Privé, qui nous ont beaucoup aidés au début, toulousains. Donc, on était très fiers d'avoir des gros partenaires toulousains pour équiper et réaliser ce projet. Donc, une fois qu'on est lancé dans la construction, il faut faire aussi faut piloter la conception en parallèle. Et le plus dur, en fait, c'est qu'il faut, dans ces projets-là, on sait que l'ennemi numéro 1, c'est le temps. En fait, on a un temps limité parce que les personnes qui vont chapeauter le projet, elles peuvent donner un certain temps à ce type de projet. Parce que vous êtes tous bénévoles dans la Tout le monde est bénévole.
Et puis c'est aussi un temps sur la durée. En gros, tu as des cycles dans ta vie, soit sur 3, 5, 10 ans, et tu peux pas faire ça pendant 20 ans d'affilée, quoi. Enfin, c'est assez rare. Et donc on sait par expérience sur nos premiers bateaux que il faut que l'équipe qui va être motrice, qui va leader le projet, il faut qu'elle puisse exister, réaliser le projet dans le temps qui lui est imparti un petit peu. Et après, c'est effectivement l'argent, parce que l'argent achète du temps, classique. Et donc le défi dans ce type de projet, c'est que pour convaincre les gens, il faut faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut aussi de l'argent. Donc c'est comment tu fais pour réussir à faire quelque chose avec ce que tu as, qui sera suffisamment convaincant pour ouvrir la vanne, débloquer les premières recettes qui vont permettre d'ajouter un nouvel niveau, etc. Dans notre cas, on s'est déjà beaucoup appuyé sur nos 2 premiers bateaux, qu'on a fait tout seul dans notre coin, qu'on a autofinancé. Pour ce projet qui est titanesque, notre premier, on va dire, fait d'armes, c'est d'avoir réussi à répondre à un appel d'offres et participer à un projet avec Voies Navigables de France, donc qui possède les cales de Radoub et qui du coup nous accueille, nous héberge pour notre chantier naval. Et donc c'est de faire vivre aussi ce lieu incroyable de Toulouse que très peu de Toulousains et Toulousaines connaissent. Et donc nous on est projet pilote pour ouvrir ce lieu en visite guidée qui a lieu tous les derniers samedis de chaque mois. Donc en fait on ouvre le lieu, on le fait visiter et on fait visiter notre chantier naval. Et le fait d'avoir réussi à être dans ce lieu-là, on a notamment retapé entièrement ce bureau dans lequel on enregistre ce podcast, qui était vraiment en ruine avant. Et ça nous a permis, on l'a appelé la maison du projet, de montrer à nos premiers partenaires qu'avec pas grand-chose, on arrivait à faire des choses très très belles. Faire du beau et bien, ça c'est hyper important. On a un vrai niveau d'exigence et d'excellence dans l'assaut, parce qu'on fait des bateaux qui embarquent des gens, donc il faut qu'ils soient sûrs, mais il faut aussi qu'ils soient performants. Mais il y a un peu cette idée aussi, j'ai l'impression que même si l'expertise est là et l'ingénierie est là, vous venez pas de nulle part non plus. Rien n'est trop grand tant qu'on n'a pas essayé, quoi. Exactement. Et c'est un peu ce qu'on montre sur le chantier avec les 3 bateaux. Si on regarde le premier bateau, il fait 5 mètres 60. Lui, on est vraiment allé dans la forêt. À partir des plans, on avait fait nous-mêmes. On a abattu les chaînes à la hache. On a fabriqué les machines pour transformer les troncs en planches et les planches en bateau. Et aujourd'hui, les gens l'aiment beaucoup. Moi, je trouve qu'il ressemble à une grosse barque. Mais mine de rien, ce bateau, c'est notre point de départ, quoi. Et on a tout appris. On a beaucoup appris dessus. Et si tu regardes le changement de qualité visuelle, au-delà de la qualité technique, entre le premier et le deuxième, il y a un gouffre. Mais c'est pour montrer aux gens qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et que c'est toujours itératif et que on fait un premier projet, mais on apprend tellement que quand on fait le deuxième projet, donc nous, dans notre cas, le deuxième bateau, en fait, l'expertise, l'expérience engrangée, elle est tellement énorme, le fait de faire. Et ça, c'est vraiment un de nos piliers dans notre formation et dans notre culture, on va dire, du projet Bâtard et du projet Orcane. C'est la culture du faire, quoi. Donc c'est aussi avant tout une aventure collective. Exactement. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de la partie chantier. J'aimerais bien savoir quand même, ça ressemble à quoi une semaine type ou une journée type au chantier ? Alors aujourd'hui, le chantier il est ouvert du jeudi au dimanche. Et une journée type, c'est le chantier ouvre à 10h. Si j'arrive moi à être à l'heure à 10h, mais heureusement il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont là pour que le chantier soit bien ouvert à 10h. Un gros big up à Anne-Laure si tu m'entends. Entre 10h et 10h30, les premières personnes arrivent, on fait le petit-déj, on a une grosse culture de la bouffe, c'est hyper important pour nous. On aime faire des belles choses, des beaux bateaux, des beaux objets, et on aime bien manger. Mais pas forcément en quantité, mais manger bon, quoi. C'est le cas dans nos expéditions. On véhicule ce cliché français quand on est en expédition avec d'autres nationalités, parce que c'est hyper important pour nous de bien manger. Et donc après le petit-déj, on fait un brief de chantier. Donc on a une équipe chantier avec 3 chefs de chantier. Donc nous on a notre point hebdomadaire tous les mercredis pour suivre le chantier, savoir où on en est. Et donc on sait jour après jour à peu près ce qu'il y a à faire. Et donc là on dit voilà les tâches, voilà ce qu'il y a à faire. On va construire des équipes. Donc on a des personnes qui viennent régulièrement, qui du coup soit sont à l'aise, soit sont vraiment compétentes à prendre le lead, ou auprès de qui on a confiance aussi, qui ont totalement embrassé la méthode Bâtard sur la façon de la qualité attendue, les méthodes de fabrication, et puis aussi la façon de leader un petit peu manager les gens. Et donc souvent, là aujourd'hui où on en est, on a plusieurs équipes qui travaillent sur des projets parallèles ou des étapes parallèles du gros projet qui s'appelle la construction. Et en gros, à 11h, en vrai, ça s'est lancé, entre l'ouverture du chantier, ouvrir le conteneur, sortir les outils, etc.
Et on envoie jusqu'à 14h, 15h quoi, en général. Il y a souvent une équipe de 2-3 personnes qui va, souvent les courses ont déjà été faites, mais préparer le repas. Et vers 14h30, 15h, des fois à 16h, du coup c'est la pause et on mange tous ensemble. Donc ça aussi c'est génial, c'est que du coup il y a cette En esprit. plus, ça tourne parce que c'est pas toujours les mêmes qui font Oui, oui. la cuisine. On essaye. Mais c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui aiment bien le faire, donc souvent ils prennent le lead, mais effectivement ça tourne. Et après, donc il y a à peu près 1 heure de pause, 1 heure de pause, 1 heure et demie max. Et après on enchaîne jusqu'à 18h pour certains, 19, 20, 21, 22, des fois 1h du matin. Enfin, souvent c'est 22h, ouais. Voire 1h du matin. En fait, quand on est en train de. On met beaucoup de lampes justement pour. Il y a un peu cette culture à la Google de faire en sorte que les gens soient bien ici pour pas qu'ils partent. En fait, l'enjeu, c'est que on est sur mine de rien, on est sur des étapes longues. On a un calendrier très ambitieux. Et si on veut tenir la cadence, il faut réussir tous les jours à atteindre un certain niveau. Et donc, typiquement, là, on est dans la fin de la construction de la coque. Donc, la pose et le collage des bordages, donc des grandes planches qui forment la coque. Et on sait que si à 18h, on entame le collage d'un côté, admettons du côté tribord, si on est 8, on va le plier en 3 heures. Mais si en fait, au bout d'1 heure, il y en a déjà 2 qui partent, en fait, le temps va s'allonger et on n'aura pas fini avant 22 heures, quoi. Et c'est souvent à peu près les mêmes qui restent jusqu'à la fin parce que ils savent si on le finit pas, en fait, demain, on va prendre du retard parce que on va pouvoir faire qu'une moitié, attendre que ça sèche. Donc, il y a ces temps incompressibles, les temps de séchage notamment, autant les faire de nuit, quoi. Donc c'est un peu ça le défi. Mais ce qui est génial, c'est que même si tout le monde est bénévole, il y a un engagement des gens qui est extraordinaire ici. Mais parce que vous aussi, dans l'équipe projet, vous impulsez ça. On essaye en tout cas. Mais en tout cas, je vais pas juste me jeter des fleurs, mais en tout cas, moi, ma récompense, c'est de voir toutes ces personnes qui viennent se défoncer avec nous, qui sont ultra motivées, qui même si... Parce que aujourd'hui, on est en train de faire le bateau, mais pendant 1 an et demi, pendant 1 an, on a travaillé sur réhabilitation du lieu, on a construit un bâtiment, on a construit des maquettes, on faisait du BTP, on faisait du béton, de l'élec, du terrassement, on faisait pas le bateau. Et les gens venaient quand même, quoi. Et donc, quand on a coulé le bloc béton qui allait être support de la quille, par exemple, c'était difficile parce que le sol était très dur. On n'avait pas tous les pelles, tous les engins de chantier nickel pour pouvoir faire ça. On a fait avec les moyens du bord. Et de voir à la fin de la journée les gens dire on a vraiment bien bossé aujourd'hui, c'est trop bien, alors qu'ils en ont chié physiquement, ça c'est Ils c'est apprennent incroyable. énormément de choses aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu compares, les gens viennent chercher du sens ici, et quand tu vois l'engagement des gens et ce qu'on arrive à faire, c'est extraordinaire, quoi. Et justement, la suite après le chantier, c'est de tester le bateau. Exactement. Donc on prévoit de finir le bateau pour l'été prochain, juin-juillet. Et une fois qu'il sera fini, mis à l'eau, c'est de basculer côté Méditerranée pour tester, appréhender ce bateau. Donc à la fois se former à l'utilisation de ce nouveau bateau et puis former l'équipage ou des équipages pour naviguer sur ce bateau. Donc l'idée c'est globalement de septembre 2025 à février 2026. On sera basé en Méditerranée. Donc là on est en discussion, etc. Mais si jamais il y a des villes avec des ports qui veulent accueillir Orcane, contactez-nous. L'idée c'est de construire une base nautique temporaire pour opérer ce bateau, se former, l'utiliser, le réparer parce que c'est sûr on va casser des trucs, mais c'est aussi démontrer ce projet au grand public, l'ouvrir aux scolaires et puis l'ouvrir aux entreprises qui sont nos partenaires actuels ou en devenir, et de venir privatiser le bateau pour 1-2 journées avec leurs salariés, leurs prospects, leurs clients, bref. Et nous on propose une expérience complète avec l'idée c'est d'avoir une exposition permanente pour sensibiliser sur l'environnement, mais aussi les méthodes de fabrication en fibre naturelle. Et voilà, ce bateau, c'est aussi un concentré finalement de technologie. Il y a plein de choses qu'on développe, qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur, comme l'auraient fait les Vikings s'ils avaient notre technologie aujourd'hui. Et ça nous permet de montrer qu'on est capable de développer des choses très chouettes en France et qui vont permettre de reconnecter, on va dire, nos activités d'humains et l'environnement. Et une fois qu'on a fini cette formation jusqu'en février 2026, on va basculer côté Atlantique, donc entre février et avril 2026, pour, on va dire, avec l'équipage dit sélectionné, et là 2 mois intensifs dans notre océan de prédilection, puisque c'est l'océan Atlantique qu'on veut traverser,
Et là, on a plein d'appels du pied pour aller en Bretagne, près de Concarneau, près de nos partenaires de chez Mer Concept, etc. Mais c'est pas encore décidé où on va aller, mais l'idée c'est là d'avoir pareil cette nouvelle base nautique, de peaufiner l'entraînement et d'être prêt pour le grand départ qui aura lieu en avril 2026, cap Angleterre, Écosse. Et puis après, pour basculer en mode expédition, il faut que le 1er mai 2026, on soit au nord de l'Écosse. Le mois de mai, c'est notre fenêtre de tir pour traverser d'est en ouest. Si on n'est pas prêt, on doit attendre un an. Parce que les courants et les vents dominants sont favorables dans le sens qu'on veut traverser. Et donc, si on est bien le 1er mai ou début mai 2026 au nord de l'Écosse, après c'est direction les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, le Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est français, et New York en juin 2026. Et la spécificité de cette traversée, c'est qu'il y aura 50% de navigants, on va dire plutôt experts ou qui ont déjà une expérience de navigation. Et les 50 autres pourcents, ce sera des volontaires amateurs. Exactement. L'idée pour nous, c'est... et même aujourd'hui, on est en train de créer, on l'a affiné cette année, l'école de voile bâtard. Donc c'est pareil, c'est appliquer une méthode aussi scandinave à la façon de pratiquer la voile. Comment on fait pour rendre les gens autonomes rapidement, pour naviguer en sécurité, développer le plaisir de la voile. Et après, on peut effectivement ajouter du vocabulaire, ajouter la difficulté et faire de la performance. Mais c'est vraiment ça notre approche. Et du coup, en fait, on a vu que par rapport au défi technique qui est de traverser l'Atlantique sur un bateau ouvert, puisqu'il n'y a pas de cabine réellement, il y a très peu de protection sur ce bateau, et vu le parcours qu'on fait, voilà, il y a un minimum en fait de formation de compétences à avoir, et donc nous on est obligé d'être bon pédagogue, et donc la création d'une école de voile à la sauce bâtard elle est nécessaire. Et en faisant ça, on l'a expérimenté cet été, on avait notre expédition, on avait la chance de pouvoir naviguer sur le Saga Farman, qui est un bateau norvégien qui fait 21 mètres de long, qui est géré par une asso norvégienne à Tonsberg, qui sont des copains à nous, et ils font un tour de Méditerranée en ce moment. Donc ce bateau, on l'a récupéré à Split, et on a fait tout le tour d'Italie pour l'amener jusqu'à Rome, 4 semaines plus tard. Et là, c'est la première fois où on avait autant de novices dans les équipages français qu'on a amenés et qu'on a formés, ce qui nous a permis d'affiner notre méthode, nos process de formation. Et l'idée, c'était de tester tout ça pour que quand on est hors Cannes, une fois qu'on l'a appréhendé, on a une méthode pour former entre guillemets n'importe quel amateur à ça. Et effectivement, il y aura quand même un mix entre des gens qui nous suivent depuis le début, qui ont beaucoup d'expérience en voile maintenant sur ce bateau, comme des gens qui auront une formation, on va dire, en voile classique, qui peuvent avoir cette catégorie, on va dire, plus expert, et des gens totalement novices, qu'on va former de A à Z, mais qui viennent avec cette volonté, et aussi qui vont fitter nos cahiers des charges, à savoir, il faut être disponible, il faut être dans le bon état d'esprit, parce que c'est une traversée qui reste difficile, et sur un bateau, on peut pas dire au bout de 2 jours, j'en ai marre, je m'en vais, quoi. Non, tu dois être là, et en plus tu dois être là à 120% tout le temps. Donc il y a ce défi-là qui fait que tout le monde ne peut pas le faire, mais il faut d'abord tester pour savoir, parce qu'on peut pas, l'aspect psychologique, et c'est le défi humain dont je parlais au tout début. Aujourd'hui, nous, on s'est entraîné à être capable de déceler chez les gens ou pas le potentiel ou les red flags, quoi. Et effectivement, des gens qui vont s'énerver très vite, perdre leurs moyens, etc., dans des conditions difficiles, tu peux pas les avoir sur le bateau, quoi. Et ils peuvent travailler sur eux, mais ça va prendre des années. Et donc nous, en 6 mois, on peut pas les amener au niveau nécessaire. C'est pour ça que l'expédition, on veut la faire en 2 phases. Une phase un peu plus collaborative, ouverte, on va dire de France, avec beaucoup d'escales jusqu'en Écosse, où l'équipage, une partie de l'équipage peut être tournant. Mais par contre, une fois qu'on est en Écosse et qu'on va jusqu'à New York, là, c'est l'équipe A et elle bouge pas, quoi. Parce qu'il faut que justement tous les jours l'expérience s'accumule, parce que tant qu'on n'aura pas fait de transat, on sera pas entraîné. On s'entraînera au mieux, mais on sera entre guillemets pas prêt, quoi. Et t'as pas le choix de la faire. Encore une fois, on revient sur cette culture du faire, de pas avoir peur de le faire pour y arriver. Après, il y a plein de méthodes, d'outils, de choses que tu veux être préparé psychologiquement, physiquement. Mais en vrai, le défi, il est vraiment humain, quoi. Construire un équipage
qui, par toute condition, tout temps, avec la fatigue cumulée, le froid, travaille correctement, exécute les ordres correctement et tient son bateau et arrive à bon port, quoi. Ça t'apporte quoi, toi, au quotidien, personnellement, tout ce projet ? Moi, ce que j'aime dans la vie tout court, c'est construire des projets à plusieurs extraordinaires. Pour moi, le collectif, ça transcende tellement l'individualisme sur le fait de pouvoir aller tellement plus loin et plus fort. Et j'aime bien et le fait de vivre des expériences uniques, humaines, ensemble. Donc ça, c'est vraiment ce défi-là. Et au quotidien, c'est à la fois relever un défi technique très poussé, parce que mine de rien, en fait, on construit from scratch, enfin de zéro, un bateau de 28 mètres avec un cahier des charges course. C'est un dracard de course qu'on est en train de construire. On veut exploser tous les records des autres bateaux de cette catégorie. On veut avoir le dracard le plus rapide du monde. Donc il y a un vrai défi technique qui nourrit, on va dire, mon esprit d'ingénieur. On pousse tout au maximum, quoi. Et surtout, on est dans un cycle où en fait, on conçoit, on construit et on teste. Et enfin, on l'utilise, quoi. Donc ça, c'est assez rare et ça, c'est magique. Et puis ça, c'est une aventure humaine. Enfin, on a aujourd'hui le fait de réunir autant de gens. Et je vais donner 2 exemples, mais on arrive tellement à engager les gens qui font des choses folles pour le projet. Là, on a 2 Bretons récemment. Ils sont de Saint-Malo. Ils ont déménagé exprès à Toulouse, trouvé un travail à Toulouse pour venir travailler le week-end sur le chantier. Les gens déménagent pour le projet. Enfin, Et donc, il y a des gens à qui ça leur a redonné un sens et ils ont retrouvé un travail et c'est ça a été un guide pour leur faire remonter la pente. Et toi, tu vois que tu arrives à faire ça avec, on va dire, au début, une idée un peu folle de construire un dracard. C'est fou de se dire qu'on arrive à changer la vie des gens. Et ça, c'est la récompense du côté humain, quoi. Et quand tu mixes les deux, ça fait un cocktail ultra puissant, quoi. Pour moi, c'est de la drogue pure, quoi. Il y a des personnalités qui t'inspirent, que tu aimerais peut-être entendre sur le podcast ? Sur le podcast, ce serait cool d'inviter mon copain Loïc Blanchard du podcast Les Frappés, qui fait des trucs très chouettes et qui est très nature et sport. Et c'est le premier podcast qu'on a fait d'ailleurs pour annoncer le projet Orcane. Et il était à bord aussi en Norvège. Exactement, et il est venu, et donc c'est effectivement d'un podcast, il est devenu un copain et qu'on a embarqué avec nous 2-3 ans après, donc c'est assez magique. Et après, personne qui m'inspire, j'écoute beaucoup le podcast de Louise Aubéry, In Power, qui est génial. Je trouve qu'elle fait un travail trop chouette. Et du coup, je pense que ce serait chouette que tu arrives à l'avoir à ton micro. On peut lire sur votre chaîne YouTube que Bâtard, c'est un collectif d'esprit libre. Qu'est-ce qui te fait te sentir libre, toi ? Être sur un bateau. Franchement, il n'y a pas plus... C'est difficile de faire plus libre que d'être sur un bateau sur la mer. Vraiment. Et où est-ce que tu veux réorienter les personnes qui nous écoutent pour suivre ce projet de dingue ? Le réflexe, je pense que c'est bâtard.fr, BATAR.fr. Nous suivre sur les réseaux. C'est Insta, les bâtards, LESBATR, qui nous aide et qui vous permet d'être tenu le plus informé, le plus au courant possible du projet. Et si ça vous dit, vous inscrivez sur le site bâtard.fr. C'est totalement gratuit et vous pouvez du coup rejoindre le projet. Mais vous pouvez aussi suivre nos événements pour venir aux portes ouvertes si vous avez un peu peur de sauter le pas, de vous inscrire avant de venir. Et venez aux portes ouvertes comme beaucoup de gens qui aujourd'hui sont des membres très actifs du projet et ce sera déjà pas mal. Quels sont les messages que vous avez envie de transmettre avec ce projet ? Une autre pédagogie est possible. Si on compare la pédagogie française qui est très top-bottom, à savoir le professeur sait tout et ça descend. On est très imprégné d'autres cultures anglo-saxonnes ou scandinaves surtout, sur cette façon de faire autrement. Et donc, je sais pas, les valeurs vraiment nous tournent autour de faire des choses incroyables. En fait, c'est possible de faire des choses incroyables en France. On a une chance incroyable d'avoir accès à tout ça pour pouvoir le faire et de le faire ensemble. Et qu'il ne faut pas un diplôme pour le faire. En gros, aujourd'hui, ce bateau, il est construit... on a une précision au millimètre, construit par 80 personnes qui n'ont jamais construit le bateau de leur vie, quoi. Et on montre que c'est possible. Et on est capable d'aller très loin à plusieurs avec le bon état d'esprit, je pense. Et pour nous, c'est ça c'est ce côté, ramener les gens à des choses simples, mais les faire très bien juste pour vivre un truc incroyable, quoi. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Merci, Marion.
Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Voix sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le rendre encore plus visible en partageant votre avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et entre 2 épisodes, venez vous inspirer et échanger sur les réseaux sociaux du podcast.